Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Hello, bienvenue Anne-Claire, Anne-Claire Meuret. Je suis très, très, très Bonjour content Julien. de t'accueillir. Alors, je vais faire une petite présentation, d'abord Anne-Claire, et ensuite je reviens vers toi. Donc, je suis Julien Allaire, iridologue et naturopathe et coordinateur pédagogique de l'école Vitali, Vitali Formation, qui est une école de naturopathie hygiéniste qui forme les futurs praticiens au métier de la naturopathie dans une école qui est sur Toulouse, avec une partie en présentiel et une partie en distanciel. Voilà, on invite régulièrement des personnes qui nous inspirent et aujourd'hui, en fait, nous invitons Anne-Claire Meuret. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent. Anne-Claire, eh bien, je te souhaite bienvenue. Je suis très, très, très content qu'on puisse partager ce moment ensemble. Ça fait un petit bout de temps que, on se croise et qu'on se connaît et finalement, on n'a jamais vraiment fait de live ensemble. Donc, je suis très content qu'on ait cette possibilité aujourd'hui. Alors, tu nous as proposé en fait une thématique qui te tient particulièrement à cœur. Tu t'intéresses en fait aux entrepreneurs du bien-être. Donc, on va parler des entrepreneurs du bien-être dans nos échanges qui vont durer à peu près 1 heure. Alors, Anne-Claire Meuret, alors toi déjà, tu habites au Costa Rica. Oui, Ça veut dire que tu dois avoir de bons fruits des bons super fruits, des mûrs. bons légumes, du Oh là beau là, mais ça, c'est soleil. quel bonheur. Alors, le soleil, tout ça, c'est OK. Moi, venant de Marseille, je l'ai aussi et ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais au Costa Rica, les fruits, mon Dieu, qu'est-ce que c'est un plaisir. Pour toute la communauté des gens qui adorent manger des fruits et qui, justement, qui mettent les fruits enfin, dans une place assez importante dans l'hygiène alimentaire, bah, du coup, ça, c'est déjà une première chose. Alors, je pense que l'alimentation, elle peut être bien meilleure pour toi au Costa Rica qu'en Allemagne, là où tu vivais juste avant de partir au Costa Rica. Oh là 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 là. En Allemagne, j'étais bien malheureuse 9 mois par an parce qu'il faisait froid 9 mois par an. Et donc, forcément, la plupart des fruits qu'on mangeait étaient importés. Et bon, je t'avoue que les pommes, les choses un peu locales toute l'année, je trouvais ça un petit peu barbant. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, les saveurs. Et ici, je peux manger des mangues, des papayes, des ananas. Tout est Ouais, hyper frais et toute l'année parce qu'il y a une saison des pluies et une saison sèche, mais en fait, il fait toute l'année la même température. génial. Donc, tu viens de fêter ton anniversaire, donc ça veut dire que tu es cancer, Je suis cancer, ouais, c'est ça. ok? Tu es auteur de nombreux livres autour de la santé naturelle, du développement personnel, notamment tu es l'auteur de La naturopathie pour les nuls, que tu avais écrit il y a quoi, plus de 10 ans déjà, non? 10, 12 Non, ans? moins que ça. Moins que ça? Il est sorti en 2016, donc ça fait De 6 ans. 6 ans? Ah, je pensais que c'était plus ancien. Bon, en tout Non. cas, tu es l'auteur de 9 autres livres autour de la santé naturelle. Alors, tu es naturopathe. Alors, je dis tu es naturopathe, même si tu me disais j'étais naturopathe, mais parce qu'en fait, quand on est naturopathe, on le On le reste toute sa reste. vie finalement. C'est Mais je juste n'exerce plus. qu'aujourd'hui, voilà, tu n'exerces plus la naturopathie classique, conventionnelle, en cabinet, en one-to-one, pour accompagner les gens sur les transitions d'hygiène de vie pour favoriser les conditions de la santé. Donc, même si tu pratiques plus la naturopathie sous cette forme-là, aujourd'hui, en fait, ta niche de cœur, ce sont les entrepreneurs du bien-être. Finalement, tu es coach. Tu accompagnes en fait des individus qui décident de transmettre, qui décident de partager des outils très holistiques qui permettent d'accéder au bien-être, à la pleine santé physique, émotionnelle, énergétique, enfin la santé globale finalement. Euh, donc c'est ta niche de cœur. Et niche de cœur, c'est vraiment le terme que tu m'as partagé. J'ai bien aimé ce terme-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, niche de cœur? C'est les gens que j'aime d'amour. C'est les gens que quand je les rencontre, ils me touchent beaucoup parce que souvent, c'est des personnes qui ont été amenées à transformer leur vie parce qu'ils ont eu des difficultés. La plupart du temps, quand on devient naturopathe, réflexologue, euh, massothérapeute, et que quand on commence à faire des potions avec des remèdes naturels, quand on devient herboriste,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a chatouillé, il y a quelque chose qui nous a gratté, il y a quelque chose qui a été compliqué dans notre vie ou dans la vie d'une personne proche. Et on a dû mener l'enquête et se transformer. Et après, on s'est dit, pour la plupart d'entre nous, mais c'est trop beau, j'ai envie de le partager avec la Terre entière. Et, et bien souvent, la plupart d'entre nous, on a un peu peur de le faire. En tout cas, on ne sait pas comment le faire, on n'ose pas porter notre voix, on n'ose pas encore complètement briller et rayonner toute notre lumière et partager tout ce qu'on a découvert avec le monde. Et ça me touche ça, parce que moi, j'étais une grande timide, grande réservée. Et quand j'ai découvert la naturopathie pour régler mes problèmes de sommeil il y a plus de 10 ans, et que je suis devenue après naturopathe et que j'ai écrit tous les livres, ben en fait, j'avais juste envie de rester dans l'ombre, une petite souris, et puis juste écrire mes livres, tu sais, comme un petit rat de bibliothèque, quoi. Et j'ai dû apprendre à dépasser ça pour me mettre au service d'un message plus grand que moi et arrêter d'avoir peur d'être vue. Et les gens qui se transforment et qui acquièrent des outils pour pouvoir les partager au monde en médecine traditionnelle naturelle, en fait, ils me touchent parce que je sais ce que ça demande de changement personnel pour pouvoir choisir cette voie. C'est des choix courageux. C'est des gens qui ont fait des expériences sur eux sans que ce soit forcément validé par la science à l'extérieur et validé par leurs proches, qui y croient, qui se sont formés, qui ont investi du temps, qui ont investi de l'argent. Et parfois, au bout du chemin, ils se disent « Oh, mais non, mais je ne peux pas, j'ai trop peur, ou je ne vais pas y aller, ou il y a déjà des gens qui l'ont fait avant moi, alors je ne vais pas le faire. » Moi, c'était ce que je me disais. Je me disais, il y en a déjà des naturaux, il y a déjà des gens qui sont installés. Pourquoi moi, j'irais porter ma voix? Pourquoi moi, j'aurais un compte public sur les réseaux sociaux? Pourquoi j'écrirais des livres de plus alors qu'il y en a? Ben, j'ai bien fait de le faire. Parce que la preuve, c'est qu'encore maintenant, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent « J'ai lu votre livre » ou « Je me rappelle de ce que vous aviez dit dans votre blog, qu'est-ce que ça m'avait fait du bien ?» Et après, j'ai pris les choses en main. Et je sais l'impact qu'on peut avoir pour les personnes qui nous lisent et qui reçoivent nos messages. Et ça me tient vraiment à cœur qu'on soit toutes et tous ensemble en train de se tenir la main et qu'on le fasse ensemble, en fait. Et c'est pour ça que c'est ma niche de cœur. Ok, c'est génial. Ça veut dire que finalement, ton expérience personnelle t'a permis de te rendre compte en fait que tu avais des choses à transmettre, que tu avais des valeurs qui venaient de ton expérience, des choses que tu avais pu expérimenter et tu te dis finalement, quand tu vois toute cette tige de cœur, tous ces praticiens qui te ressemblent finalement avec leur expérience aussi, avec leur transition parce que souvent quand on est dans les métiers de la santé aujourd'hui, c'est des grands virages à 180 degrés. On quitte la finance, on quitte le commerce, on quitte les métiers voilà, qui partent dans tous les sens pour finalement aller vers des métiers plus humains. Comme tu dis, on prend des risques. On ose, c'est assez courageux de pouvoir faire ces transitions-là aussi. Et toi, les transitions que tu as pu faire, tu t'es dit, je vais partager finalement mon expérience. Donc, tu partages ton expérience pour aider les entrepreneurs du bien-être à révéler leurs qualités, à révéler leurs spécificités. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour les gens qui nous regardent et qui ont cette âme guérisseuse, cette âme justement d'entrepreneur du bien-être, une âme aussi sociale qui est vraiment portée vers l'autre pour l'aider, pour l'accompagner et qui n'oserait pas se lancer par peur, par doute de ses capacités. C'est là justement que la transmission que tu proposes va permettre d'agir pour revaloriser finalement ce que l'individu a besoin de partager. C'est ça en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu aides les individus à révéler leur qualité et à devenir qui ils doivent être. Et en fait, on doit tous être quelqu'un de différent et on a tous quelque chose à partager dans cette grande communauté qu'est l'univers. Oui, exactement. Et chacun avec sa couleur et chacun avec ses expériences. Et parfois, on peut se dire, moi je me souviens en tant que jeune naturopathe, je me disais, pourquoi les gens viendraient me voir moi alors qu'il y a des naturopathes plus expérimentés? Et un jour, j'ai reçu une dame qui avait déjà vu plusieurs naturopathes dans sa vie et elle avait déjà un certain âge. Et
plus tard, donc je l'ai vu en consultation et ça s'était bien passé. Mais bon, tu sais bien, en consultation, ça se passe bien, mais après, on n'a pas forcément des retours de la part des gens qui viennent nous consulter. Et après, j'ai lancé un livre, c'était un cahier d'exercices sur la naturopathie. Et elle était venue à la conférence de presse. Et donc, je ne savais pas qu'elle allait venir, mais moi, j'avais envoyé un petit mail à tous mes clients. Et elle était venue et elle avait pris la parole et elle s'était levée et elle m'avait dit, eh bien, Anne-Claire, vous m'aviez surprise quand vous m'avez reçue en naturopathie parce que vous m'avez tendu une feuille blanche et vous m'avez dit, chez moi, c'est mes clients qui prennent leurs notes et qui se prennent en main. Et elle m'avait dit, jusque-là, elle avait eu beaucoup de naturopathes qui lui faisaient, tu sais, la feuille de recommandation. À la fin, c'était eux qui l'écrivaient. Et donc, il y a plusieurs écoles en naturopathie. Il y a des gens qui préfèrent prendre les notes pour les clients et même les envoyer parfois plus tard avec tout un plan d'hygiène vitale. Et puis, il y a des gens comme moi qui disent, bon, bah, vous prenez vos notes. Si vous avez des questions après, vous m'écrivez. Je suis dispo pour vous. S'il y a des choses pas claires, on va en discuter après. Moi, j'étais plutôt comme ça. Et Je partage complètement ta position. bah, je trouve que ça en puissance beaucoup les gens. Et donc, elle s'est élevée pour témoigner en disant, bah, jusque-là, elle n'avait jamais eu de naturo qui avait fait ça avec elle et elle avait vu des super naturaux, des gens un peu connus et tout. Et ça lui avait fait du bien de prendre les choses en main. Et là, ça avait été un bon exemple pour moi de me dire, bah, avec ma couleur, avec qui je suis, j'ai eu un impact dans la vie de cette femme. J'ai créé autre chose, une autre expérience, même si elle avait déjà vu d'autres naturopathes. Et je pense que c'est important qu'on s'en rappelle parce que la plupart des gens qui viennent nous voir en consultation, ils ne vont pas venir nous voir que nous. Ils vont aller voir d'autres personnes dans leur vie. Mais nous, on va avoir un impact à ce moment-là pour quelque chose qui sera juste à ce moment-là dont la personne avait besoin. Et parfois, on sous-estime ça. Ces cadeaux, ces étincelles de lumière qu'on peut diffuser auprès de nos clients et on peut se dire que ça existe déjà dans l'univers, mais ça n'existe pas de la façon dont nous, on le fait. De la façon dont toi, Julien, tu le fais, de la façon dont moi, je le fais. C'est unique. Mais carrément, et c'est ça qui est très agréable aussi. Puis il y a aussi toute cette magie des échanges, parce que quand un praticien accompagne un individu, son énergie n'est jamais la même d'un jour à l'autre. Même parfois, en tant que praticien, on n'est pas dans une très bonne énergie, puis on se dit, bah, là, la consultation que je viens de passer, il ne s'est pas passé grand-chose, il y avait pas, c'est pas toujours magnifique, tous les échanges qu'on peut avoir, ça dépend beaucoup de notre énergie. Et parfois, notre énergie, bah, quand on est de bonne humeur, quand on a vécu quelque chose de bien, quand on est aligné, quand on est axé, quand on est cohérent entre nos pensées et nos actions, quand on a conscience de ce qu'on a partagé, en fait, plus facilement, on va générer justement ces types d'échanges magiques où les gens vont pouvoir dire, bah, tiens, waouh, c'est magnifique ce que vous m'avez proposé là, de prendre une feuille et de noter par moi-même, alors que j'imagine, tu n'avais même pas pensé à ça. Toi, tu as dû te dire, tiens, moi, je suis naturopathe, j'aime bien accompagner les gens sur tel type de problématique, etc. Et finalement, le simple fait de donner une feuille et de dire, ben, je vous propose d'écrire les conseils que je vous partage. Et l'autre, oh mon Dieu, mais ça veut dire qu'il faut que je sois autonome dans la prise de notes. Mais Vous me c'est faites magique, confiance? mais merci, merci pour ce cadeau. Et finalement ça venait, j'imagine que tu ne devais pas imaginer toi-même qu'on puisse revenir sur cette anecdote en réalité. Non, pour moi, c'était vraiment, comme tu dis, une anecdote en fait. Mais pour elle, ça avait été important dans sa vie. Et ouais, mais c'est ça qui est beau dans les métiers justement de l'accompagnement. Mais ça, en fait, du coup, pour révéler ça, comment est-ce que tu t'y prends pour révéler justement toutes ces qualités des praticiens, pour que les praticiens se sentent bien, en fait, et qu'ils ne doutent Mhm. pas de leur capacité? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des outils? Euh, Oui. Oui, il y en a. En fait, peut-être pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc j'étais naturopathe en cabinet et puis je faisais aussi ce qui m'intéressait, je faisais aussi des ateliers, je recevais des gens pour faire des initiations à la naturopathie, j'allais en entreprise pour expliquer ce que c'était la naturopathie, je faisais des conférences en librairie pour expliquer la naturopathie et voilà, et je travaillais dans 2 cabinets à Paris, dans le 8e et dans le 11e. Et puis, au bout de 3 ans, ça fonctionnait vraiment bien pour moi. En fait, mes créneaux étaient tous pris et puis il y avait vraiment il y avait de la joie, quoi. Tu vois, il y avait de la joie, ça se passait bien.
Et les praticiens autour de moi tapaient à ma porte et me disaient, mais comment tu fais en fait? Pourquoi pour toi c'est joyeux et pas très compliqué en fait? Alors, déjà, je voudrais dire que c'était pas de la pensée magique. C'est pas parce que je me suis dit, ouh, ça va être facile que ça a été facile. Comme beaucoup de gens, j'ai dû dépasser des blocages intérieurs que j'avais, notamment, moi, je suis fille de fonctionnaire. Donc, père agent EDF et mère secrétaire de mairie, le même travail toute leur vie, le même salaire toute leur vie. Alors, ma vie de bohème en tant que naturopathe qui écrit des livres, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc, j'ai dû apprendre à être à l'aise avec le fait d'avoir des revenus irréguliers et de créer mes revenus, donc de créer mes opportunités. Et ça, au début, c'était pas facile. J'étais un petit peu caliméro. Oh, mais personne vient me voir. Oh, je comprends pas. J'ai mis des flyers une fois et personne vient me voir. Et donc, j'ai dû apprendre à développer un mindset d'entrepreneur. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Hein. C'est quelque chose qu'on développe avec le temps, d'avoir un mindset d'entrepreneur, parce qu'on en a autour de nous, parce qu'on se met en circonstance d'apprendre, parce qu'on fait parfois, on se fait botter le cul par un coach parfois. Mais voilà, c'est tout ça, on apprend en fait au fur et à mesure. Donc, pour moi, ce qui a marché, c'est de la curiosité. Et puis, je pense que j'ai vraiment du bon sens et un côté pratique, pratico-pratique. Ça marche, on continue. Ça marche pas, on arrête. En fait, je me réajuste assez rapidement. Et donc, c'est pour ça que ça a fonctionné pour moi. C'est que j'ai été très proactive et j'ai essayé plein de trucs pour me faire connaître. Et tant que j'avais pas assez de clients, je faisais des interventions gratuites pour aller faire connaître qu'est-ce que c'est la naturopathie. J'attendais pas que les gens le devinent, en fait. J'allais en avant, en fait, pour pouvoir en parler. Et tout ça en étant une grande timide. Donc, ça a été possible parce que j'ai dû dépasser ma timidité parce que le message était plus grand. Et donc, quand les thérapeutes sont venus à moi et m'ont dit, mais comment tu as fait? Au lieu de leur dire comment j'ai fait, j'ai créé un atelier que j'ai proposé plusieurs fois à Paris pour apprendre en fait à développer ses capacités pour développer son entreprise. Et à chaque fois que je proposais cet atelier, il était rempli. Il était même plus rempli que mes ateliers de naturo, tu vois, il était genre rempli au max. Et je me disais, bon, là, il y a un vrai besoin en fait, c'est que les gens, ils ne savent pas faire. Et je pense que c'est assez logique parce que quand on prend une formation en santé naturelle, tu vois, quelle que soit la discipline, on va apprendre souvent à devenir un excellent praticien. Mais on ne va pas apprendre à se vendre en tant que praticien et à proposer ses activités. Il va y avoir une demi-journée sur comment s'installer, quel statut, une demi-journée sur, attention, les mots que vous n'avez pas le droit de dire. Il va y avoir une demi-journée sur ci, sur ça. Donc, c'est des petits morceaux. Mais ce n'est pas l'essence. Quand on signe pour devenir praticien de santé, on signe pour devenir praticien de santé. On ne signe pas pour devenir entrepreneur de la santé naturelle. Et donc, bien souvent, il y a comme une déception quand on arrive au bout de la formation. On se dit, mais en fait, je ne sais pas être entrepreneur. Je sais être praticien de santé, mais je ne sais pas encore comment faire avec ma solitude quand j'arrive dans mon cabinet et que je ne sais pas encore comment trouver mes clients dehors. Et là, je me suis dit, il y a un gap, il y a un trou, il y a comme un trou dans l'offre. Et moi, je veux aider ces gens-là. Je veux qu'ils comprennent qu'ils sont capables, comme moi, j'ai été capable, et comme nous sommes tous et toutes capables. Et ce n'est pas facile, mais c'est drôlement, comment on pourrait dire, glorifiant. En fait, quand on arrive à le faire, on dépasse à chaque fois des petits, tu sais, on est fier de soi. Il y a un côté, oh, j'ai réussi à parler en public, oh, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et ça fait du bien parce qu'à chaque fois, c'est comme un bootcamp de dépassement de soi, Oui. tu vois, d'épanouissement personnel en plus de l'épanouissement professionnel, je trouve. Oui, dans les premiers conseils que tu as partagés, du coup, il y avait le fait d'expérimenter, soit ça avait été bénéfique pour toi, c'est d'expérimenter quelque chose et de te dire, OK, je vois que ça répond, ça fonctionne ou ça fonctionne pas pour partir dans une autre direction. Donc, l'expérimentation est toujours importante. Mais expérimentation, par exemple, tu parles d'ateliers. Faire des ateliers gratuits ou à participation libre. J'aime bien les participations libres et conscientes aussi. Excellente idée. Comme ça, il n'y a pas de gratuité. Les gens viennent et aussi euh, sont acteurs en payant, en partageant pour qu'il y ait un échange aussi. Je trouve que ça peut être intéressant. Mais parfois, on va vouloir lancer un atelier
Et finalement, cet atelier ne va pas spécialement fonctionner parce que notre réseau de communication, au départ, il n'est jamais très bon. On pense que parce qu'on a quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés sur Instagram, il suffit de faire une story qui informe qu'on fait une conférence à 18 heures pour qu'il y ait 10% des gens qui sont abonnés qui viennent. Et en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Et on pourrait avoir tendance à baisser les bras et à dire, ben mince, ma conférence, elle n'a pas marché, mon atelier n'a pas fonctionné. Donc là aussi, il y a un cap à garder et euh, reproposer cet atelier 2 fois, 3 fois, 10 fois peut-être. Et même s'il y a 2, 3 personnes qui participent ou une seule qui participe, c'est quand même des échanges qui sont extrêmement magiques. Moi, j'ai des souvenirs aussi comme ça où il y a une dizaine d'années, je faisais 3 ateliers par semaine, genre de 18 h à 19h30 ou de 19 h à 20h30, justement pour faire connaître ma pratique, pour partager. Je suis très nourri aussi par la transmission. C'est quelque chose qui me nourrit particulièrement. Et je me souviens que parfois, à des ateliers, genre 18h30, personne n'était là. Je dis, bon, bah, tant pis. Avec quand même aussi un peu contente. Bah, tiens, bah, pour une fois, j'aurai ma soirée. Je vais pouvoir rentrer. Donc, je commence à ranger et tout. Et tout d'un coup, ding dong, une personne qui arrive. Et là, je dis, oh, je ne sais pas Ok. si je suis content ou pas. Et puis, vas-y et tout. Mais je suis même hyper ému de partager cette anecdote parce que bah, je pense en particulier cette fois-là, là où effectivement, euh, parfois il y avait plus de monde et là, je pensais qu'il n'y aurait personne, que j'allais partir. Et puis finalement, je me dis, je vais faire finalement toute cette conférence-là pour une personne qui vient au cabinet. Et c'était une conférence gratuite. À l'époque, je faisais de la gratuité et pas libre en conscience. Euh, et bah, finalement, on crée là aussi euh, nos... C'est là aussi que se développent en fait nos spécificités et nos qualités dans des échanges et dans des expériences comme ça qui sont riches. Et qu'on ait personne, qu'on en ait 10 ou qu'on en ait une, en fait, on va vivre des expériences complètement différentes qui nous apprennent sur nous, sur qui on est, sur comment on fonctionne, sur ce qu'on a à proposer. Et c'est très agréable aussi, c'est très beau en fait. Oui. Et moi, je crois qu'il y a toujours quelque chose de magique qui se passe quand on partage avec le cœur. C'est que la vie nous récompense, mais pas toujours de façon linéaire, en fait. C'est pas parce qu'on a partagé auprès de 5 personnes que c'est ces 5 personnes qui vont nous récompenser, en fait. Il y a quelque chose de très énergétique là-dedans. C'est si tu partages avec ton cœur devant 5 personnes, tu sais pas, mais derrière, demain, tu vas peut-être avoir 5 cadeaux parce que ça te revient en fait. Mais c'est juste un cycle naturel. Si tu partages généreusement qui tu es et ce que tu as découvert avec le monde, tu vas le retrouver, ça va te revenir en fait. Mais il ne faut pas forcément chercher à calculer comment ça va te revenir. Fais-le parce que tu veux le faire en fait. Partager. Et moi, la vie me l'a prouvé de multiples fois. Et oui, c'est le donner, c'est synonyme de recevoir en fait. Ouais, Et ouais, souvent, on imagine que l'univers nous renvoie quelque chose, on donne et que l'univers nous renvoie, mais finalement, c'est parce qu'on donne et que ça part de nous, c'est là que l'origine de la vibration part. Ben donc, du coup, on est nourri par ce qu'on a créé là quand on donne avec le cœur. exactement. Ouais. Et aussi, on plante des graines quand on est vraiment des jardiniers, des jardinières quand on fait ça, parce que ça prend du temps dans la tête des gens de décider de travailler un jour avec nous. Et donc, moi, je disais que j'ai fait beaucoup d'interventions dans les entreprises, des librairies, des magasins bio, des restos bio, etc. Et parfois, c'était 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, un an plus tard, que les gens, je les voyais dans le cabinet rentrer et je leur disais, mais je vous ai vu quelque part. Et il me disait, oui, l'année dernière, au petit resto bio du 6e. Ah, il vous a fallu un an. mais, mais pour les gens, chacun a son propre rythme. Et parfois, nous, quand on sème nos graines, on voudrait les voir pousser tout de suite. Mais il y a pas, il y a un timing, en fait, un timing divin qu'il faut savoir accepter. Et nous, on continue de semer. Et un jour, le jardin, il va être magnifique. On va se lever le matin, on va dire, waouh, quel jardin. Bah oui, c'est parce que ça fait 3 ans que je sème. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand parfois, justement, bah, on,
on plante des graines, mais rien ne se passe. Tu sais, il y a toujours le doute du praticien qui se dit, mais moi, je ne sais pas, peut-être oui, dans l'idée, je veux bien qu'un jour ça pousse, mais je doute, je ne suis pas sûr que ça pousse vraiment. Tu sais que là, les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'il y a euh, plein de gens qui se disent, oui, mais moi, ça fait 5 ans que j'essaie de lancer mon activité, j'ai planté plein de graines justement parce que j'ai mis des flyers, j'ai fait des ateliers, je fais de la com ici ou là. Euh, J'essaie de faire un peu du porte-à-porte avec les praticiens du quartier pour créer un peu de réseau, etc. Et j'arrive pas à lancer mon activité. Il y en a plein des praticiens qui réagissent comme ça. Comment tu les... enfin, est-ce que tu as quelque chose euh, pour les rebooster quand ils sont dans cet état d'esprit? Oui, alors là, je vois deux choses. La première chose, c'est apprendre à cultiver la gratitude au présent pour ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, si on voudrait 25 clients par semaine alors qu'on en a 12, par exemple, c'est cultiver la gratitude pour les 12 qu'on a effectivement et réaliser qu'on a souvent assez sur le moment pour vivre la journée du jour et la semaine et souvent le mois aussi. Et que c'est juste que comme on se laisse happer par un stress du futur, parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de partir en vacances, on a envie de s'acheter 5 formations dans l'année, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, on voudrait multiplier nos revenus. On projette quelque chose dans le futur et c'est un stress futur. Donc déjà, c'est revenir ici et maintenant dans un espace de gratitude. Quand on est dans la gratitude, on peut multiplier ce qu'on a. Quand on est dans un espace de manque, on va juste multiplier le manque. Donc c'est travailler déjà depuis cet espace-là. Et ensuite, se questionner sur l'alignement. Est-ce que je suis vraiment en alignement avec ce que je propose aujourd'hui? Est-ce que c'est un kiff Oui, pour moi? Est-ce que je vibre quelque chose qui est dans l'énergie, joyeux, attirant? Moi, je crois beaucoup au magnétisme, en fait. Moi, je suis coach et j'adore le coaching. Tu vois, c'est genre, je vibre coaching. Et quand les gens me parlent dans la rue et qu'ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai rencontré chez machin, t'as l'air d'avoir une chouette vie, qu'est-ce que tu fais? Et là, je leur dis, ah, bah, je me lève le matin, j'aide les praticiens de santé à occuper leur place, j'adore ça. Et je peux leur en parler pendant une demi-heure. Et ils me regardent et j'ai les yeux qui pétillent. Et à la fin, ils me disent, ah, bah, je vais t'envoyer ma cousine, hein, parce qu'elle elle s'est formée praticienne de médecine chinoise l'année dernière, elle n'en fait rien du tout. Tu vois, en fait, tellement je suis pétillante de ce que je propose que ça passe pas inaperçu, tu vois, parce que je sens cet alignement dans mes cellules. oui, Et quand on fait des choses parfois parce qu'on croit qu'on doit les faire, donc par exemple, prenons un praticien de santé qui ne serait pas passionné par la détox, tu vois, par exemple. Un praticien de santé qui est formé à l'hygiène vitale, mais la détox, ça ne le fait pas kiffer. Par contre, il adore les émotions, tu vois. Il adore les trucs en lien avec l'émotionnel. Mais oui. comme il s'est formé pendant X temps, qu'il a investi pendant X temps sur lui, le temps, l'argent, tout, et il croit que pour être un bon praticien de santé, il doit pratiquer la détox de telle façon comme il l'a appris. Et qu'en vrai, ça le barbe. Et que lui, ce qu'il voudrait, c'est faire pleurer les gens. Tu sais, craquer Mm. leur couche qui est trop dure, là, et les aider à se rencontrer pour qu'ils soient plus doux à l'intérieur et tout ça. Mais qu'il n'ose pas se l'avouer parce que il se dit, oh, travailler l'émotionnel, c'est pas pour moi, ou j'ose pas, ou j'ai pas tous les outils pour ça, ou je suis pas encore assez bien formée, ou j'ai pas encore assez d'expérience, ou Je suis pas tu vois, légitime. je suis pas légitime, voilà. Et ben du coup, il va pas être dans sa zone de kiff. Et d'aller parler, faire des ateliers et tout sur la détox, peut-être qu'il va le faire d'une façon un peu bon, bah voilà, parce qu'il faut le faire, parce qu'il croit que c'est l'image qu'il projette du métier qu'il a, alors qu'en vrai, son métier, c'est à lui de le créer à partir de qui il est. Et Et oui, donc, travailler l'alignement, parce que si tu es bien dans ton alignement et que tu fais ce qui te fait kiffer et que tu le proposes au monde, eh ben, tu vibres quelque chose de différent. c'est qu'il faut être toujours cohérent en fait. Et finalement, ce que tu partages, c'est que euh, quand on se forme à une approche quelconque, mais comme la naturopathie par exemple avec ses 10 techniques, on apprend de nombreuses méthodes et techniques et on apprend à faire un bilan naturopathique par exemple avec une structure particulière.
Et cette structure, ben, si finalement, ce que tu partages, c'est que si finalement on n'est pas complètement à l'aise, qu'on se rend compte qu'il y a des choses on n'a pas envie de développer, des outils qui ne nous intéressent pas, on peut finalement les mettre de côté pour proposer notre version de ce qu'on a partagé. Donc, ça ne voudra pas dire que finalement, bah, si tu fais une formation complète de naturo et que tu te rends compte que ce qui t'anime vraiment, c'est le massage, c'est le toucher, que ce soit la réflexologie ou le massage holistique, bah, finalement, tu ne vas pas pratiquer de la naturopathie, puisque la naturopathie, c'est quelque chose de complet avec des méthodes, avec une technique, avec une grille de lecture, mais tu vas pratiquer un outil qui va te ressembler. Euh, et c'est ça, en fait, c'est finalement, tu proposes d'être plus cohérent et de partir dans la direction où on sent qu'il y a quelque chose qui nous anime. Alors, ça me rappelle une anecdote que je partage souvent aux étudiants, qui était l'anecdote d'une étudiante, une jeune étudiante en plus. Je me souviens que c'était pas quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans et qui décidait de partir dans la naturo, donc elle était déjà assez jeune, elle se formait à la naturopathie, voilà, et avec tous les formateurs qu'elle avait, on propose toujours des structures, des cadres, des pratiques précises. Et elle disait, mais moi, une consultation naturopathique comme ça me plaît pas trop. Faire 20 minutes d'irido, 20 minutes d'anamnèse, 20 minutes de bilan palpatoire et morphologique, 20 minutes d'alimentation. Moi, ça, c'est pas du tout ce qui m'anime et ce qui me plaît. Je dis, mais c'est quoi qui t'anime et qui te plaît? Elle me dit, mais en fait, je peux pas faire ça parce que c'est pas de la naturo. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi que tu veux faire? Elle me dit, bah, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple une anamnèse qui dure que 20 minutes. C'est vraiment quel est le motif de consultation, euh, les grandes lignes de ce qu'elle mange, les grands symptômes qu'elle a pour voilà, les grandes lignes, les très très grandes lignes, pas plus de 20 minutes. Je ne vais pas faire des bilans qui durent 1 heure, etc. En revanche, après, j'aimerais installer la personne dans ma salle de massage et faire 20 minutes de massage. Parce que dans le toucher, moi, je vais sentir, je vais avoir, regarde, j'ai des poils qui se dressent rien que d'en parler. Elle disait, moi, quand je vais masser la personne, je vais avoir des intuitions, il y a des mots qui vont apparaître, j'ai des émotions qui vont apparaître et je vais être guidé par le toucher sur justement ben, comment après guider l'individu. Et une fois que les 20 minutes de massage seront terminées, je proposerai de revenir dans le bureau. Et pour faire une consulte d'1 heure, il restera une vingtaine de minutes. Ce sera les 20 minutes de conseils que je lui donnerai en lien avec l'anamnèse très courte que j'ai pu faire de 20 minutes et tous les messages que j'aurai reçus pendant le massage. Et elle me dit, mais Julien, je ne peux pas faire ça. On est d'accord, c'est pas dans les Pas grilles. sérieux. Et je dis, mais tu plaisantes. Tu as déjà ta personnalité, tu as déjà euh, tu as déjà ta spécificité, tu as déjà une identité alors que tu n'as même pas commencé à pratiquer. Et là, tu penses que tu vas faire 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes comme ça, mais ça va encore changer, tu vas encore expérimenter plein de choses. Et justement, suis cette envie d'aller là où tu sens que ça te fait vibrer. Et j'ai trouvé ça intéressant de le partager maintenant, parce que ça va dans le sens C'est de ce que exactement tu ça. partages. Merci. Et waouh, c'est super beau qu'elle ait réalisé ça si tôt. Mm. Et je pense que ça demande du courage de s'écouter quand on est praticien, parce qu'on a quand même tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur. Et quand on suit un chemin pour devenir praticien de santé, on remet encore une fois notre pouvoir à l'extérieur dans l'école qui nous enseigne quelque chose. Et c'est tout à fait juste parce qu'on a besoin d'apprendre le cadre, on a besoin d'apprendre les connaissances, les compétences, un savoir-être, etc., pour pouvoir avoir une posture Oui, d'accompagnant. Mais après, il faut réussir à prendre un pas de recul et se dire, mais qui je suis avec tout ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux bien transmettre et dépasser les blocages qui nous limitent et qui nous empêchent d'être pleinement qui on est. Et il y en a des blocages. Et toutes et tous. Et moi, je me rappelle que j'en avais un big. C'était que soigner, c'est noble, mais coacher, c'est un peu trop léger. Tu sais? mm. Et Oui, donc, c'est quand j'ai dû switcher, donc parce que j'avais déjà, donc c'était une première reconversion, la naturopathie, c'était devenir un peu
c'est devenir aidante, aider les gens à guérir. Et donc, je trouvais ça hyper noble. Et quand j'ai découvert le coaching et que c'était aider les gens à se transformer, je me disais, oh, se transformer quand même, c'est moins noble que se soigner. Et il m'a fallu du temps pour accepter de faire le deuxième pas. Et à chaque fois, c'est juste une construction mentale, en fait. C'est juste une projection qu'on se fait de son identité, de qui on est, de sa place dans le monde. Et c'est réussir à transformer ça pour aller se rencontrer et, et honorer qui on est. Et oui, bien sûr. Je vois très bien ce que tu veux dire par rapport à ce switch entre l'idée d'être praticien de santé ou coach. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup de ce que tu y mets derrière, en fait, enfin, ce que tu mets derrière, comment tu te vois et, et comment tu vois ta pratique. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut faire vraiment une différence entre le coaching et l'approche naturopathique, par exemple? Parce que l'approche naturopathique, elle peut être pratiquée sous forme de coaching. En fait, ça dépend comment tu prends le mot coaching. Si tu le prends dans le sens vraiment pur du coaching, de l'accompagnement en tant que coach, c'est on pose des questions aux gens pour qu'ils trouvent leurs propres réponses. Et Ok, donc, dans ce sens, il y a une différence parce que c'est plus du consulting en naturopathie parce qu'on donne des recommandations, tu vois, plutôt que de dire aux gens, bon, par quoi vous allez, comment vous allez changer ça? Parce que la plupart des gens ne le savent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas les connaissances de santé. Donc, c'est plus de l'éducation et du consulting que du coaching pur pour les aider à trouver leurs propres ressources. Mais certains d'entre nous ont déjà ça en eux, et la oui. capacité à poser ces questions-là, mais ça peut se développer aussi. Et moi, quand j'ai acquis des compétences de coach en étant naturopathe, j'ai trouvé que mes séances étaient plus légères. Elles étaient plus légères, plus faciles, parce que j'étais moins dans l'éducation pure. Alors, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Mais je posais plus de questions pour que la personne elle réveille la flamme en elle, tu sais, de souffler sur le feu de la transformation. Oui, non, intéressant. Mm. En même temps, la naturopathie, si on la pratique vraiment dans les règles, il y a l'hygiène émotionnelle, enfin, la psychologie qui fait partie du top 3 de la naturo. Et c'est aussi cette prise de conscience de qui on est, de nos objectifs, de Oui. l'énergie qu'on va mettre dans nos actions. Donc, Oui. Dans un accompagnement long, on aurait le temps de faire du coaching sur quelqu'un qu'on reçoit en naturopathie sur plusieurs séances. On aurait le temps de faire du coaching et d'aller chercher en fait ce qui a besoin d'être révélé. Pour quelqu'un qui viendrait nous voir une ou deux fois, il y a tellement de questions à poser parce que le spectre est tellement large en et oui, naturo oui, bien sûr. qu'en fait, on n'a pas tellement le temps de descendre en profondeur au niveau, tu vois, des différentes couches et de, bon, alors, ce que vous faites dans la vie actuellement et comment ça se passe avec votre famille et etc., etc. Tu sais, de prendre le temps de descendre, il faudra avoir plusieurs séances pour vivre ça. Bien sûr, mais tu vois, même ce que tu dis, là, je pense que c'est important que je rebondisse dessus. En naturopathie, tu as dit, par exemple, sur une séance ou sur deux séances, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on peut faire avec du coaching, mais finalement, ça peut être aussi une croyance limitante, parce qu'en naturopathie, on peut accompagner des gens tous les 15 jours, euh, et c'est tellement vaste et tellement complet. Tu peux très bien mettre en place un programme d'hygiène alimentaire, revoir la personne 3 jours après pour apprendre des techniques respiratoires et les pratiquer en cabinet. Puis finalement, 4 jours après, profiter d'une séance de massage, une semaine après d'une Mhm. séance de réflexologie. Et finalement, en 15 jours, on a eu 5 ou 6 séances différentes. Ouais. Et ça peut se transformer du coup aussi un peu en coaching finalement. La frontière, elle peut être, elle est assez proche, et ça dépend un peu finalement de comment on se voit. Mais c'est vrai que l'accompagnement sur du long terme et permettre à l'individu au lieu que ce soit juste une éducation, juste une transmission, bah, il faut faire comme ceci ou comme cela, mais c'est de pouvoir faire le point sur l'individu, sur son mental, sur ce qui l'anime, sur euh,
sur les choses qu'il a envie de vivre, les choses qu'il n'a pas Mhm. envie de vivre, sur son émotionnel. Est-ce qu'ils se Mhm. sont nourris par du beau? Est-ce qu'il arrive à exprimer ses émotions et de le guider un peu pour qu'il puisse rétablir une santé émotionnelle et une santé mentale pour l'accompagner sur, une, sur, sur les chemins de la santé finalement. Ouais. Et pour ça, je trouve quand même que d'avoir une formation de coach en plus, c'est-à-dire aider les gens à se questionner sur leurs valeurs de vie, avoir des outils pour les guider à travers des visualisations, pour les guider pour voir là où ils ont envie d'aller, travailler sur pourquoi le passage à l'action est plus difficile, etc. Avoir des outils de coach, c'est un peu comme un liant, c'est un peu le agar-agar dans Ouais, une recette d'accompagnement, tu vois. Parce que quand on devient praticien de santé, souvent on a plein de trucs un peu éparses. Et je ne sais pas comment ça se passe dans ton institut, s'il y a un lien, tu sais, si c'est facile de lier tout ça ensemble ou pas. Et de mon sentiment, souvent les praticiens de santé manquent de l'agar-agar, donc de la formation de coaching. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi en devenant coach. Je trouvais que c'était un peu plus facile d'accompagner sur des longues durées. bien Mais sûr. c'est mon ressenti. Mm. Mais les longues durées, c'est toujours plus intéressant. Et là, j'ai encore une autre anecdote à partager. Moi, quand je m'étais formé à la naturopathie et quand j'étais encore étudiant, euh, j'entendais beaucoup de messages de naturopathes, de nos formateurs naturopathes qui me disaient euh, vous allez voir les gens une fois tous les 2 ans, c'est-à-dire qu'ils vont prendre rendez-vous, ils reviendront 2 ans après. Et au mieux, s'ils ont mal, vous les verrez une fois tous les 6 mois. Voilà, il m'avait dit un truc comme ça. Et moi, je m'étais installé, dès que je me suis installé en tant que naturo irido, je m'étais installé dans un cabinet où il y avait déjà une praticienne qui était installée, elle faisait de la chiropratique, et elle faisait beaucoup de forfaits. Elle faisait des forfaits, mais parfois c'était des forfaits 50 séances. Mais parce qu'en fait, c'est de la chiropratique network. On peut faire 3 séances par semaine. On travaille beaucoup avec la respiration. C'est très énergétique. C'est pas une chiropratique type ostéo ou la chiro qu'on peut imaginer où ça craque dans tous les sens. C'était beaucoup plus doux. Mais moi, j'étais épaté par le fait qu'elle puisse vendre des forfaits 50 séances. Et je me suis dit, je vais faire un forfait 6 séances. Et en fait, forfait 6 séances, je me disais, bon, du coup, je fais la consultation un peu moins chère parce que c'est 6 séances, etc. J'ai fait des calculs et tout. Et le tout premier consultant que j'ai eu, quand il arrive le moment où il doit régler sa séance, il me dit combien je vous dois. Je dis, bah, en fait, ça dépend si vous prenez qu'une séance ou si vous voulez un forfait d'accompagnement. Il me dit, ah oui, je veux un forfait d'accompagnement. Et je ne lui avais même pas dit le tarif, je n'avais rien dit. Et moi, ce forfait 6 séances, moi, je m'étais dit aussi, si je vends des forfaits, j'aimerais que les 6 séances ne soient pas étalées sur 4 ans, parce que ça va être très compliqué. Donc, je proposerai aux gens de venir tous les 2 mois. Et quand il me dit, quand est-ce que je dois revenir? La semaine euh, prochaine? voilà, mais moi, en fait, j'hésitais, enfin, j'allais lui dire, ben, ce serait bien que vous veniez dans 2 mois, mais pas plus tard, parce qu'après, ça va trop étaler les séances et tout. Mais justement, parce qu'on m'avait tellement dit qu'on voyait les gens tous les 6 mois s'ils avaient mal, ou sinon tous les 2 ans, je culpabilisais à lui proposer de revenir dans 2 mois et de lui-même. Alors, il n'a pas dit la semaine prochaine, il m'a dit le mois prochain. Et puis, il me dit, ça vous va si on prend déjà le rendez-vous parce que j'ai un agenda qui se remplit rapidement. Et en fait, je ne savais même pas qu'il fallait un agenda, j'en avais même pas. C'était dingue, c'était complètement dingue. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi. Il m'a permis, il m'a fait une formation de coaching, mon premier consultant, parce que je me suis dit, c'est dommage. Je culpabilise et je me dis, je ne devrais pas lui conseiller une séance dans 2 mois. Il va me dire, ça ne sert à rien, une séance dans 2 mois. Je veux qu'elle soit dans 6 mois. Et lui-même, il avait cette envie, il avait ce besoin de revenir un mois après pour vraiment faire un suivi, un accompagnement. C'était une demande de sa part. Et moi, en tant que praticien, ben, je n'imaginais pas que c'était possible. Et voilà, c'est les croyances limitantes. Il a donné le ton. Hop, c'est parfait. Exactement. J'adore. Et si finalement on pense qu'on a des outils qui peuvent être bénéfiques et que, par exemple, une séance de naturopathie et qu'on a envie de proposer
comme je disais tout à l'heure, un apprentissage de techniques respiratoires, des méditations guidées. On n'est pas obligé d'attendre un mois pour refaire une séance. Finalement, c'est là aussi qu'on voit tous les outils qui nous animent et on peut les proposer en one-to-one, en atelier de groupe. C'est très intéressant aussi, l'énergie de groupe, même quand on est naturopathe. Et, Oui. Alors là, j'entends une pensée limitante que j'ai entendue de la part de beaucoup de mes clients qui sont praticiens de santé. Et donc, une pensée limitante que j'entends, c'est euh, mais j'ai peur que je sache plus quoi lui donner au bout de quelques séances. Ça, et oui, j'entends beaucoup. C'est comme une peur d'être un peu allé au bout de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, de qui on est, de tout ça, et que ça s'essouffle, et d'avoir vendu quelque chose ici et maintenant, et qu'en fait, dans 3 mois ou dans 5 mois, qu'on ne sache plus trop quoi donner à la personne. Et ça, moi, je pense que c'est juste une peur, qu'on oui, se dit oh, mais j'ai pas assez, ou je suis pas assez, tu vois. Alors qu'en réalité, la plupart des gens qu'on reçoit en cabinet, ils n'ont pas fait tout le chemin qu'on a fait pour pouvoir explorer, tester des choses sur eux. Quand on réalise à quel point on a tenté des trucs, nous, pour se transformer en santé et à tous les niveaux de l'être, on ne va pas être en manque d'exercices à leur proposer, en manque de propositions et d'expériences à leur proposer. C'est juste que ici, parfois, on se dit ah, est-ce que j'ai assez? Mais ça, c'est encore l'imposteur, c'est encore la peur de le besoin d'aller chercher encore des nouvelles formations ou autre chose pour pouvoir transmettre sur une plus longue durée. Mais en réalité, si on fait le bilan, moi j'aime bien dire aux gens, faites un catalogue, une librairie de sagesse, de tout ce que vous avez appris depuis le début que vous travaillez sur vous, parce que vous vous êtes fait accompagner, parce que vous avez fait oui, des formations, parce que vous avez tenté ci et ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez une librairie de sagesse qui est énorme. Et la plupart des gens qui vont venir vous voir, ils ne vont pas avoir testé tout ce que vous avez testé. Et vous allez avoir plein de choses à leur proposer. Et ça peut durer longtemps. bien sûr. Et puis, si à un moment donné, on sent qu'on est limité, qu'en fait, on n'a plus rien à partager, ça peut arriver aussi à un certain moment. Ouais. En fonction des demandes des individus, de leurs attentes, on peut sentir qu'on est limité dans nos outils. Et c'est OK. On peut dire, On bah, passe je le pense, relais. on passe le relais, puis on dit, bah, je vous ai transmis les outils qui me semblaient importants. Aujourd'hui, je ne vois, j'ai plus d'autres outils à partager, et puis c'est complètement OK avec ça. Mais ça n'arrive pas si souvent d'ailleurs. Non, il faut du temps avant que ça arrive. Parce que il faut du temps. Mais ça peut venir parfois de personnalité ou, Oui, pas, admettons, quelqu'un un consultant qui aimerait être accompagné, mais je sais pas, potentiellement qui n'a pas envie de changer son régime alimentaire, ou peut-être qu'il est déjà accompagné par quelqu'un sur l'alimentation, euh, et il est déjà accompagné, je sais pas, en sophrologie pour des techniques respiratoires ou autres, et il vient voir un naturopathe pour un pour accompagnement quelque chose de très spécifique. spécifique. Mais il arrive à un moment donné où si on peut agir que sur cette chose spécifique, on va être rapidement limité aussi si on ne peut pas avoir tous Oui, les outils holistiques. oui. Mais de toute façon, on n'est pas tout pour tout le monde. En fait, on fait partie d'un écosystème et donc c'est Ouais, juste, on répond à un besoin à un moment et ça peut durer une séance ou 12 séances. On aura rempli notre mission. mais carrément. Mm. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans la naturopathie, c'est que c'est très complet avec ces 10 techniques. Parce que dès que tu découvres une méthode qui te plaît, hop, bah, tu vois que ça peut rentrer dans une technique naturo et finalement, ça vient nourrir aussi ton métier. Mais en fait, dans les métiers de la santé, aussi, on n'arrête pas de se former, en fait. Je pense que ça, Tout le temps. c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les praticiens, en fait. Dès qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, finalement. On a envie de encore découvrir une méthode, une technique, mais dans ce cas-là, il faut le faire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, non pas parce qu'on pense qu'on n'est pas légitime et qu'on a besoin d'un diplôme supplémentaire, de galons supplémentaires. Non, c'est juste pour que on puisse avancer et découvrir des méthodes qui sont peut-être plus adaptées à ce que l'on a envie de partager actuellement.
C'est-à-dire que l'approche d'un praticien dans ses premières années et au bout de 10 ans et au bout de 15 ans et 20 ans, forcément, c'est une approche qui va changer. Il n'y a pas de praticien qui utilise la même méthode dans les mêmes conditions tout au long de sa vie, en fait. C'est pas possible, non? Parce qu'on évolue et on se rend compte qu'il y a des choses qui nous animent particulièrement. Donc, on part dans une direction, on expérimente, et finalement, on découvre autre chose qui bouleverse un peu nos croyances et tout ce qu'on avait pratiqué jusque-là. Et donc, on peut faire un grand virage, mais ça fait partie des choses. Et on attire toujours aussi les personnes qui ont besoin de recevoir le message qu'on partage, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Il y a quelque chose de très aligné là-dedans. Et quand on débute, on va recevoir un certain type de clients et l'année suivante, ce sera des clients différents. Et nous, on n'aura pas l'impression d'avoir changé grand-chose, mais on vibrera autre chose et donc on va attirer ces gens-là. Et ça va être naturel en fait. Oui. Et on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment des métiers extraordinaires. Il n'y a pas de lassitude parce que nous, on évolue, notre clientèle évolue, nos compétences évoluent. C'est de l'émerveillement tout le temps. Ouais, quelle chance. Bon, c'est super tous ces échanges qu'on peut avoir. Je pense que ça va aider beaucoup en fait les entrepreneurs du bien-être. Dans les tips que tu as partagés, tu avais proposé déjà de toujours avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a. C'est-à-dire que le premier point, c'est quand on est praticien, qu'on débute ou que ça fonctionne pas encore comme on l'imagine, alors qu'on met tout notre cœur justement pour aller vers ce métier passion, mais qui pour l'instant ne porte pas ses fruits. Qui ne permet pas d'en vivre, par exemple. Donc, première étape, c'est déjà d'avoir beaucoup de gratitude sur toutes les choses que ça nous permet de vivre et que l'on a, de se concentrer sur ce que l'on a pour envoyer la vibration de ce que l'on a et de l'abondance plutôt que la vibration du manque qui nous renvoie du manque, du coup. Deuxième tip que tu partages, c'est de se sentir bien aligné parce que quand on se sent aligné, c'est-à-dire est-ce que ma pratique me convient? Alors oui, alors moi, dans la méthode que je pratique, il y a 80% que j'aime, il y a 20% que j'aime moins. Ok, ben, est-ce que je peux enlever les 20% qui vibrent pas et comme ça, je me sens plus aligné? Ben oui, parce que ça va plus me ressembler. Ah, mais aussi, il y a peut-être telle autre méthode que je peux ajouter en plus, parce que ça, c'est une méthode qui me plaît vraiment, vraiment. Là, je sens que je suis bien dans mes baskets quand je la partage et tout. Ouais, ok, alors je la mets dans ma méthode et je me sens bien aligné. Donc, ça. Troisième tips, d'expérimenter pour sentir les courants, voir si un courant chaud. Enfin, courant chaud. Je ne pourrais pas dire ça parce qu'avec le nombre d'individus qui aiment bien les courants frais, justement, donc et j'en fais partie, quand on sent qu'il y a un courant qui correspond justement à l'énergie dans laquelle on a envie Fluidité, que de. c'est léger. Exactement. Ben, du coup, on se laisse porter, on se laisse guider. Quand on voit que c'est trop dur, qu'il y a des résistances, on fait le point justement sur pourquoi il y a des résistances. Et c'est déjà voilà, trois tips qui permettent de mieux vivre son métier passion du cœur. Oui. Et je peux en rajouter un? Oui, carrément. Je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, on croit que Internet, c'est l'Eldorado parce qu'on croit qu'il faut avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux pour pouvoir réussir. Et ce n'est pas vrai. Moi, je connais des gens qui ont des très grandes communautés sur les réseaux sociaux, mais les gens ne leur font pas forcément confiance pour payer des sessions avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à générer une forme d'intérêt virtuel, mais qui ne s'est pas transformé après pour leurs activités payantes et ça ne les fait pas vivre. Et je connais des gens qui ont des toutes petites communautés et qui vivent très bien parce qu'ils ont tissé un lien de confiance avec les gens et que les gens, effectivement, achètent leurs consultations individuelles, des programmes en ligne enregistrés, des choses comme ça, parce qu'il y a de la confiance et que ça marche comme ça, en fait. Donc, Bien sûr. pas penser qu'il faut avoir des grands chiffres, des grandes audiences pour bien vivre de ces activités, c'est pas vrai. Il faut réussir à tisser une forme d'intimité avec les gens et aller les rencontrer et à un niveau Carrément. de confiance en fait.
Et ça peut se faire dans la vraie vie. Tout le monde n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux et sur Internet voilà, et raconter des trucs en ligne. On peut aussi le faire dans la vraie vie. Et c'est vraiment une question de choix. Bien sûr. Et ce choix, il doit être fait en conscience et pas parce qu'on a peur et parce qu'on a envie d'éviter des trucs. C'est vraiment des choix conscients. Et j'ai envie de, parce que c'est là où j'ai envie de m'exprimer, c'est là où je me sens bien, là où j'ai envie de connecter avec les gens. Et voilà, et chacun fait sa propre recette là aussi pour se faire connaître. Et il y a plein de façons de réussir. Carrément. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Anne-Claire. C'est Avec quoi joie. ton actualité? Je sais que tu as quelques formations là, qui sont en cours. Tu en as une qui va commencer dans quelques semaines aussi. C'est des formations pour accompagner les accompagnants. Ouais. Comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos Donc, j'ai un site internet qui s'appelle anneclairemeret.com et je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et en fait, je suis partout. Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, toutes ces choses-là. Mais vous trouvez un peu le même contenu partout. Et j'ai une formation qui s'appelle Coach from the Heart pour apprendre à coacher depuis l'espace du cœur. Exactement. Je me suis bien écoutée parce que c'est vraiment moi, en fait. Et elle démarre au début du mois de septembre et ça durera jusqu'au mois de décembre. Et puis, sinon, j'ai un livre qui va sortir à l'automne qui s'appelle Réussir en tant que praticien du bien-être, qui est Hmm. coécrit avec Julia Espérance, avec qui j'ai créé le programme d'école. C'est un programme pour aider les praticiens à décoller et qui reviendra aussi à l'automne. Et puis sinon, j'ai un podcast, Live from the Heart, et puis des programmes en ligne, des choses comme ça qu'on peut retrouver sur mon site internet. Génial. Donc là, toutes les infos sont de toute façon sous la vidéo. Et Merci. donc, si vous voulez retrouver Anne-Claire Meret, vous savez comment vous pouvez faire. Merci beaucoup, Anne-Claire. Je suis Merci ravi à toi, d'avoir partagé ce moment avec toi. avec joie. Et on se retrouvera avec plaisir pour d'autres échanges sur d'autres thématiques encore, si tu le souhaites. Avec plaisir. Merci pour ton invitation et merci pour tout ce que tu proposes au monde. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que je représente Vitali, Vitali Formation, école de naturopathie hygiéniste qui combine des cours en présentiel sur Toulouse et en distanciel pour vous former au métier de naturopathe hygiéniste très holistique. C'est-à-dire qu'on a une approche hygiéniste, mais on approche aussi quantique qui fait beaucoup de bien. Donc, merci à tous d'avoir partagé cet échange et puis à très bientôt.